Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À Monsieur J. Leroy et Madame S. Gilman, pour leur large contribution à mon accomplissement professionnel ces 10 dernières années. À mon ami le professeur Jean-Luc Gilles, et notre collaboration mutuellement enrichissante, présente et à venir. À la pluralité des acteurs, ayant participé au projet Formation certifiée, ce livre leur est dédié. Au professeur Denis Clos et Madame Monsieur Filali, de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, à leur approche humaniste du développement humain. Préface. À travers cet ouvrage, Pierre Ramelot nous offre en partage le fruit d'un long et méthodique travail d'analyse et de théorisation sur ses propres pratiques en ingénierie de formation. Sa démarche est remarquable en ce sens que l'expérience accumulée au fil des années a été accompagnée d'une pratique réflexive, Schoen 1983, systématique et pénétrante, qui lui a permis de nous dévoiler les savoirs cachés dans son agir professionnel. Ce livre détaille également par le menu une conceptualisation subtile des connexions entre processus de formation et processus d'évaluation. L'auteur offre ainsi un éclairage nouveau sur les liens qu'entretiennent deux cycles de gestion de la qualité. D'une part celui lié à la construction des formations, Ramelot 2003, et d'autre part celui qui concerne les évaluations, Gilles, 2002. Tous ces apports originaux de Pierre Ramelot ont été élaborés à partir des dispositifs pragmatiques mis en place à l'Institut de formation des administrations fédérales belges, IFA, dispositifs qui ont fait leurs preuves auprès de milliers d'adultes en formation au sein de cet organisme. Les pratiques décrites et analysées sont celles d'un chef de projet confronté au début des années 2000 à des changements radicaux au sein de son institution, l'IFA. C'est en effet durant cette période qu'une réforme copernicienne dans la politique de formation des agents fédéraux belges se met en place. Celle-ci amènera Pierre Ramelot à revoir fondamentalement la conception et la mise en œuvre des formations dont on lui confie l'organisation à partir de 2003, dans le cadre du projet Formation certifiée BSC. Le virage qui s'amorce alors se traduit dans sa sphère d'activité par la mise en place d'épreuves certificatives, qui clôtureront désormais les formations et qui compteront dans la carrière des agents de l'État. Entre 2003 et 2011, pas moins de 72 000 participants répartis sur 65 métiers et plus de 300 formations seront impactés par les épreuves mises en place selon la méthodologie initiée par l'auteur. Des épreuves jusqu'alors inexistantes qui deviennent du jour au lendemain, lourdes de conséquences dans la carrière des personnes formées. Ces initiatives susciteront l'intérêt des professionnels de la formation et l'amèneront à communiquer et échanger à de nombreuses reprises lors de colloques et congrès, avec d'autres experts provenant des secteurs de la formation en entreprise et administration ainsi que du monde des sciences de l'éducation. Progressivement, l'idée de réunir ces experts dans le cadre d'un consortium international traitant de questions de formation et d'évaluation lui est apparue comme une évidence. En 2010, il cofondera, en suite logique de ses travaux, l'International Consortium for Researchers and Specialists in Education and Evaluation, INCREASE. Nous recommandons vivement la lecture de cet ouvrage aux professionnels de la formation. Le regard neuf porté par Pierre Ramelot sur les questions de construction des dispositifs de formation et d'évaluation leur procurera de nouvelles pistes de réflexion qui participeront à l'amélioration de la qualité de leurs activités. L'expérience partagée par Pierre Ramelot à travers ce livre est précieuse pour tout qui s'intéresse aux liens entre pratiques de terrain et théorie dans le champ de la formation. Professeur Dr Jean-Luc Gilles, responsable des unités recherche et développement et des relations nationales et internationales, Haute École pédagogique du canton de Vaud, Lausanne, Suisse. Avant-propos. En 2002, le concept de formation certifiée n'existait pas au sein de l'administration fédérale belge, lequel consiste d'abord à centrer de façon systématique le type de formation à délivrer sur le besoin réel du client final, améliorer ses compétences et donc son efficacité et lui permettre une meilleure valorisation de celle-ci, et de son organisation, à ensuite structurer le corps de la formation avec tous les acteurs de terrain, chefs de projet, formateurs internes ou externes, et enfin à valider celle-ci par des tiers indépendants, experts de métier, docimologues, en passant éventuellement par des itérations successives.
Fin 2002 suite à une réforme de la carrière des agents de l'État fédéral belge, l'Institut de formation de l'administration fédérale belge, IFA, se vit confier la mission par le ministre de la fonction publique de l'époque, Luc Van den Bossche, de concevoir et implémenter cette nouvelle approche à la formation continue à destination des fonctionnaires fédéraux de l'État belge. La demande de formation en forte augmentation, sur base volontaire, et le taux d'absentéisme résiduel, 2%, ont conduit à la pérennisation du système mis en place et à son extension par les ministres de la fonction publique successifs à l'ensemble des niveaux de fonction, A, B, C, D, portant ainsi le public cible potentiel à plus de 80 000 participants répartis en 65 métiers différents en moins de 4 ans. En l'espace d'une décennie, près de 300 formations différentes seront développées et près de 500 tests différents éprouvés au travers de la méthodologie mise en place. L'Institut de formation de l'administration fédérale belge en tant que maître d'œuvre du projet sera, au sens donné par le BOTERF, chargé de traduire les objectifs et les orientations générales en programme ou plan opérationnel. 2006 page 324. À ce titre, comme le précise Ardouin, cet organisme assurera la mise au point, l'architecture d'ensemble, le pilotage et la régulation à partir d'un cahier des charges. Il met donc en œuvre les différentes phases et étapes du projet, ou ouvrage. 2006 page 25. Outre un aperçu organisationnel et contextuel du projet Formation certifiée, chapitre 1 page 11, cet ouvrage se propose d'appréhender la complexité des processus mis en place en explorant les hypothèses selon lesquelles les processus relatifs à la construction des formations et des tests conçus de manière empirique dans le cadre du projet Formation certifiée peuvent faire l'objet d'une modélisation rencontrant les principes d'une démarche qualité. Chapitre 2 page 17. La validité de la modélisation opérée des processus de construction des formations et des tests repose sur un corpus scientifique relevant des ingénieries de formation et d'évaluation. Chapitre 3 page 31. À la lumière de la revue de la littérature effectuée au chapitre 3 en lien avec les domaines précités, seront explorées les limites et envisagées les perspectives inhérentes à l'approche usitée. Chapitre 4 page 61. Enfin, fidèle à l'idée amplement évoquée dans la littérature spécialisée selon laquelle une démarche qualité n'a de sens que si elle vise à apporter une satisfaction au client par rapport au service formation, nous explorerons l'hypothèse que l'intérêt des régulations opérées à chaque étape des modèles de construction et gestion de la qualité précédant le déroulement de la formation et du test est confirmé par le degré de satisfaction exprimé à chaud des participants à l'issue des formations et tests suivis. Chapitre 5 page 69. Chapitre 1 Cadre organisationnel et contextuel. 1. Cadre organisationnel. 1.1. L'IFA, une entité du service public fédéral personnel et organisation. D'un point de vue organisationnel, l'Institut de formation de l'administration fédérale belge, IFA, organisme amené à développer le projet Formation certifiée, est une des entités du service public fédéral, SPF, personnel et organisation, ex-ministère de la fonction publique belge. Le SPF personnel et organisation en tant que service public fédéral contribue au bon fonctionnement des services fédéraux. Il veille à la mise en place d'un environnement professionnel dans lequel chaque fonctionnaire peut progresser et s'occupe entre autres du recrutement, des rémunérations et de la formation. Il s'agit d'un service public horizontal en charge de déterminer la politique dans le domaine de la gestion des ressources humaines, GRH, et d'assister les 12 autres SPF verticaux, SPF Intérieur, SPF Justice, SPF Affaires étrangères, SPF Finances, dans ce domaine de compétences. 1.2. Historique. Historiquement, l'Institut de formation de l'administration, créé en 1963, est aujourd'hui une entité du SPF personnel et organisation nouvellement créée dans le cadre de la réforme Copernic. Il est l'organisme officiel chargé de la formation du personnel de l'État, au niveau fédéral. Son rôle consiste à accompagner les fonctionnaires ou agents contractuels de tout niveau dans leur parcours de formation continue, tout au long de leur carrière professionnelle. Pour ce faire, il propose une offre variée de formations adaptées à leurs besoins,
et met à leur disposition les infrastructures nécessaires au développement de leurs compétences. Ses clients légaux sont SPF, Services publics fédéraux, ex-ministère, SPP, Services publics parastataux, Corps de l'inspection des finances, statut 2-10-1937, Établissement scientifique, statut 34-1999, par exemple, Musées royaux, Institut royal de météorologie, Institut géographique national, Service ministériel de statut particulier, Institution publique de sécurité sociale, statut 8-1-1973, Organisme d'intérêt public, statut 8-1-1973. 2. Cadre contextuel. 2.1. La réforme Copernic, 1999 à 2004. L'on ne peut aborder le cadre contextuel de l'Institut de formation de l'administration fédérale belge cette dernière décennie, sans évoquer la réforme Copernic qui se déroula de 1999 à 2004 et fit de l'IFA l'un de ses protagonistes. Historiquement, comme le relate Théis et Van de Walle 2005, à l'époque des élections fédérales de juin 1999, après des crises successives et notamment celle de la dioxine les dernières décennies, on pouvait parler en Belgique d'une crise de légitimité des institutions caractérisée par une perte de confiance du citoyen. Cette insuffisance des pouvoirs publics est évoquée dans le texte de la déclaration du gouvernement fédéral Verhofstadt, du 14 juillet 1999. Ces dernières années, notre pays a incontestablement pâti d'événements regrettables qui ont considérablement miné la confiance de la population dans les institutions. La récente crise qui a frappé le secteur alimentaire, les entreprises, les agriculteurs et tous les consommateurs, a démontré une fois de plus que le fonctionnement de l'État présente de sérieuses carences. Page 11. Fort de ce constat, la volonté politique de moderniser la fonction publique belge devint une des priorités de l'accord du gouvernement fédéral de juillet 1999, comme l'expliquent plusieurs auteurs, de Broe, 2005, de Vischer, 2002. La volonté politique de réformer s'exprima au travers de la création, pour la première fois dans l'histoire de la Belgique, du portefeuille de ministre de la modernisation des services publics que l'on confia à M. Luc van den Bossche. Comme l'explique de Broe, 2005, les ministres Marie Arena et Christian Dupont qui lui succédèrent à partir de 2003 s'attelèrent dans les années qui suivirent à réorienter ou approfondir les jalons de la réforme qu'il avait initiée. Comme le précisait la note du 16 février 2000 intitulée « Vers une modernisation des administrations publiques », citée par Nondem, 2002, et le concrétisait l'arrêté royal du 7 novembre 2000, cette réforme reposa notamment sur la transformation des départements ministériels en services publics fédéraux et la mise en place de nouvelles cellules dirigeantes. Par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000 et 29 octobre 2001, le gouvernement s'engagea dans la réforme du recrutement et notamment celui des hauts fonctionnaires exerçant des fonctions de management. Les autres catégories de fonctionnaires furent dotées à leur tour de nouvelles règles fixées par l'arrêté royal du 5 septembre 2002. 2.2. Principaux axes de la réforme Copernic. Dans les faits, ces différents arrêtés royaux menèrent à la création de 10 services publics fédéraux, SPF verticaux par analogie avec les anciens ministères. La création de 4 SPF horizontaux destinés à soutenir les structures verticales. La création de services publics de programmation, constitués pour un certain temps en fonction d'un thème précis d'actualité, par exemple, développement durable. L'adoption d'un nouveau système de budget et de gestion. La désignation des managers selon le principe du système de mandat. Leur recrutement selon de nouvelles méthodes de sélection. La refonte des carrières des agents de l'État de niveau 1 universitaire, 2+ Bac+3, 2 Bac, 3 Humanités inférieures et 4 sans diplôme, en niveau A, ANC1, B ANC2+, C, ANC2 et D ANC3 et 4. L'instauration d'un système d'évaluation des agents de l'État. La mise en place d'un système de mesure de compétences. Comme le relatent Jacob et Brally en 2000, ces mesures sont pour la plupart d'inspiration anglo-saxonne et visent à introduire dans l'administration publique des pratiques managériales dont la culture et les méthodes relèvent de la sphère de l'entreprise privée. 2.3. L'IFA, un acteur de la modernisation de la fonction publique.
Dans le cadre de la réforme, le ministre de la Fonction publique confia dans un premier temps au CELOR, le Bureau de sélection de l'administration fédérale, la mise en place du système de mesure de compétences. À partir de 2002, le système instauré par le CELOR s'est révélé inadéquat pour des métiers plus techniques et a été désavoué par les fonctionnaires et les syndicats. Dès lors, le ministre de la Fonction publique confia à l'IFA la tâche de développer un système alternatif de mesure de compétences pour les agents de niveau B et C occupant une fonction technique, basée sur des formations devant être suivies d'un test de validation des acquis. À ce moment, l'offre de l'IFA consistait essentiellement à structurer la demande des organismes clients par un catalogue exclusivement basé sur des formations standards tenant peu compte des besoins du terrain et adressé pour la plupart aux agents de niveau A. L'IFA était resté dans l'ère du catalogue, tel qu'évoqué par Ardouin, 2003 page 17. L'évolution politique conduite par le ministre Van den Bossche va conduire l'IFA, à partir de 2003 comme bon nombre d'organisations publiques dans la tendance identifiée par Emery et Lamblay aussi, 2000, à développer la formation continue au sens de Vialet en l'appuyant sur une politique du personnel qui insiste particulièrement sur le développement de compétences. Vialet définit la formation continue comme étant la formule de formation qui, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité optimales, le coût de l'opération restant en proportion de l'enjeu à atteindre, va permettre de rendre un groupe d'hommes et de femmes attachés à un travail, capable de le réaliser dans les meilleures conditions possibles, ou capable de résoudre les difficultés que ce travail occasionne. 1987 page 15. À partir de ce moment, la carrière des agents de l'État ne serait plus seulement conditionnée à l'ancienneté de service, mais en grande partie à la volonté manifestée par l'agent d'accroître ses compétences et de les faire évaluer par le biais de tests en vue de l'octroi d'une allocation de compétences pour une durée de 3 à 8 ans en fonction du métier. L'IFA dans le cadre du projet Formation certifiée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.